L'interphone a retenti pendant que j'examinais les résultats des analyses de sang de Madame Peterson. Docteur Anderson? La voix de Sarah avait ce ton nerveux que je reconnaissais immédiatement. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai attendu qu'elle continue. Il y a un auditeur d'assurance dans le hall. Il a amené des visiteurs avec lui. J'ai posé le dossier et j'ai demandé de quel genre de visiteurs elle parlait. Le silence m'a tout dit avant même qu'elle ne réponde. Votre famille, monsieur. J'ai fermé le dossier de la patiente et je suis sorti de la salle d'examen pour entrer dans le couloir vide. J'avais passé 12 ans à bâtir cette clinique à partir de rien, soignant des familles dans cette banlieue de Boston. Et maintenant, ma propre famille se présentait avec un auditeur d'assurance. Le hall est apparu alors que je tournais le coin près de la réception. Stephen Park se tenait près du comptoir, vêtu d'un costume gris et tenant une mallette. La quarantaine, d'origine asiatique, avec une expression neutre qui ne laissait rien paraître. Derrière lui se tenait Rachel, portant un chemisier de créateur et un collier de perles, les bras croisés avec ce sourire narquois dont je me souvenais depuis l'enfance. Mes parents l'encadraient de chaque côté, Robert, les cheveux gris, portant un polo, Linda dans une robe à fleurs. Tous deux arboraient des expressions identiques d'inquiétude vertueuse. 8 ans que je ne les avais pas vus. Park m'a remarqué le premier et m'a demandé si j'étais le docteur Michael Anderson. C'est bien moi, ai-je dit. Le sourire de Rachel s'est élargi lorsqu'elle l'a corrigé. Non, c'est Michael Harris. Il est réceptionniste ici. Je l'ai regardé sans rien dire. Alors que l'expression de Park passait à la confusion, il a mentionné que le registre de la clinique indiquait le docteur Anderson comme directeur médical, mais Rachel insistait sur le fait que je mentais. J'ai gardé un visage neutre et j'ai suggéré que nous parlions dans un endroit privé, puis je les ai conduits devant le bureau de Sarah vers la salle de conférence. Sarah avait l'air paniquée et a commencé à demander ce qui se passait, mais je lui ai dit calmement de suspendre mes rendez-vous. Rachel me suivait de près, observant la façon dont je donnais des instructions comme si elle pensait que cela prouvait quelque chose. La salle de conférence était petite, avec une table pour 6 personnes et un tableau blanc sur un mur. Ma licence de médecine était accrochée à côté du tableau blanc, mon nom étant clairement visible pour quiconque regardait. Tout le monde a pris place pendant que Park ouvrait sa mallette et en sortait un dossier chemise. J'ai joint mes mains sur la table et j'ai attendu sans mot dire. Rachel a jeté un coup d'œil au mur, a vu la licence, puis a rapidement détourné les yeux. Park a ouvert son carnet et a commencé à s'adresser à moi en m'appelant Monsieur Harris, mais je l'ai corrigé immédiatement. Mon nom légal était Michael Anderson, pas Harris. Il a pris une note et a expliqué qu'il était là concernant une plainte formelle déposée auprès de la Commission des assurances du Massachusetts. Rachel a annoncé qu'elle avait déposé la plainte parce que je commettais une fraude. Park a sorti des papiers et les a posés sur la table entre nous, expliquant qu'il s'agissait d'allégations graves de fraude à l'assurance et d'exercice de la médecine sans licence. Rachel a fouillé dans son sac à main et a produit une photo imprimée me montrant au bureau de réception en train de répondre au téléphone. Elle a dit qu'elle l'avait prise il y a 3 semaines et a affirmé que je n'étais que du personnel administratif qui disait aux patients que j'étais médecin. Robert s'est penché en avant et a dit qu'ils étaient mes parents et qu'ils connaissaient mon passé. Linda a ajouté que j'avais à peine terminé le lycée et que je n'avais jamais fréquenté d'école de médecine. Rachel a mentionné qu'elle travaillait dans les assurances et qu'elle reconnaissait une fraude quand elle en voyait une. Park m'a regardé et m'a demandé si j'avais une réponse. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS de 3 mots à Margaret Chen, « Besoin de toi maintenant. » J'appelle mon avocate, ai-je dit. Rachel a ri et a commencé à protester, mais Park lui a rappelé que tout le monde avait droit à un conseil juridique. J'ai posé mon téléphone et nous avons attendu en silence pendant 10 minutes, tandis que Rachel me fixait comme si elle s'attendait à ce que je craque sous la pression. Je n'ai pas craqué. La porte s'est ouverte et Margaret Chen est entrée. 53 ans, d'origine coréenne, portant un costume élégant et tenant une mallette de prix. Je me suis levé pour l'accueillir tandis qu'elle s'adressait à moi en m'appelant Dr Anderson, soulignant mon titre assez fort pour que tout le monde l'entende. Nous nous sommes serrés la main avant qu'elle ne coupe la protestation de Rachel et se présente comme mon avocate, ajoutant que j'étais le propriétaire de Boston Family Medicine. Chen a posé sa mallette et a dit à Park qu'elle avait besoin de voir la plainte formelle avant que nous ne continuions. Park a fait glisser le dossier sur la table tandis que Chen le lisait avec une expression qui ne révélait rien. Elle a levé les yeux et a demandé qui avait déposé des allégations criminelles aussi graves. Park a expliqué que Rachel Harris l'avait déposé avec des affidavits de soutien de Robert et Linda Harris. Chen a regardé Rachel,
puis mes parents, et a dit qu'elle comprenait la situation. Park s'est raclé la gorge et a commencé à lire la plainte à haute voix. Elle alléguait que Michael Harris pratiquait la médecine sans licence, utilisant l'identité volée du docteur Michael Anderson pour tromper les patients, effectuant des procédures médicales sans formation et fraudant les compagnies d'assurance en soumettant des demandes de remboursement sous de fausses références. L'affidavit signé de Rachel affirmait qu'elle m'avait vu examiner des patients et prescrire des médicaments. La déclaration co-signée de mes parents confirmait que je n'avais aucune formation médicale. La preuve photographique était censée me montrer en train d'effectuer des tâches administratives au bureau de réception. Shen a tapoté le dossier et a demandé à Park s'il avait vérifié l'une de ses affirmations avant de venir ici. Il a admis qu'il était encore en train de vérifier, ce qui a poussé Shen à demander s'il s'était réellement présenté sur la base de cette seule plainte sans consulter d'abord les bases de données de licence de l'État. Park a bougé sur son siège et a expliqué que la plainte paraissait crédible, étant donné qu'elle provenait de membres de la famille avec des preuves détaillées. Shen a ouvert sa mallette et a sorti un certificat de changement de nom du Massachusetts daté d'avril 2013. Elle a expliqué que mon nom légal était Michael Anderson depuis 12 ans maintenant, ce qui a immédiatement fait dire à Rachel que c'était « pratique ». Shen a souligné que c'était un document public et que j'avais changé de nom lors de mon mariage en 2013. La voix de Linda s'est faite petite et incertaine lorsqu'elle a demandé si je m'étais marié. J'ai parlé pour la première fois en 15 minutes. Divorcé en 2015. J'ai gardé le nom professionnellement. Robert m'a fixé et a dit qu'il n'était au courant de rien de tout cela. Je lui ai rappelé qu'il n'avait pas demandé et que nous n'avions eu aucun contact depuis 8 ans. Rachel s'est reprise rapidement et a soutenu que changer de nom ne prouvait pas que j'étais médecin, suggérant que j'aurais pu le changer pour cacher quelque chose. Shen a demandé à qui exactement je me cacherais alors que je dirigeais un cabinet médical public. Le téléphone a sonné à l'extérieur de la salle de conférence. La voix paniquée de Sarah est passée par la porte, appelant le docteur Anderson. Je me suis levé et suis sorti vers le bureau de réception visible par la fenêtre. Sarah gérait une ligne pendant qu'une autre continuait de sonner. J'ai décroché et j'ai répondu avec le nom de la clinique, puis je suis passé à la deuxième ligne en m'identifiant comme le docteur Anderson. Un patient âgé avait besoin d'un renouvellement d'ordonnance. J'ai ouvert son dossier sur l'ordinateur, vérifié le médicament et soumis la demande de renouvellement à sa pharmacie. J'ai raccroché et je suis retourné dans la salle de conférence. Rachel était debout, l'air triomphant, insistant sur le fait que cela prouvait que je n'étais qu'un employé de réception. Je me suis assis et j'ai expliqué que ma réceptionniste était débordée, alors je l'aidais. Rachel a soutenu que les médecins ne répondaient pas au téléphone, ce à quoi j'ai répondu que je le faisais quand mon équipe avait besoin d'aide. Elle s'est tournée vers Park et a insisté sur le fait que c'était exactement ce dont elle parlait que je pensais que répondre au téléphone faisait de moi un médecin. Shen a sorti un autre dossier contenant des captures d'écran de messages texte avec des horodatages clairement visibles. Elle a montré à Park des messages du 15 octobre où Rachel m'avait demandé un prêt urgent de $50 000 parce que son entreprise faisait faillite. Les messages révélaient que nos parents avaient co-signé ces prêts et perdraient leur maison si elle faisait défaut. Les SMS de Rachel disaient que j'étais son frère et que je lui devais de l'aide parce que, la famille est de la famille. Ma réponse avait été simple, nous ne nous étions pas parlé depuis 8 ans et je ne lui devais rien. La voix de Shen est devenue froide lorsqu'elle a souligné que Rachel avait déposé cette plainte le 18 octobre exactement 3 jours après mon refus du prêt. Le visage de Rachel est devenu pâle alors qu'elle insistait sur le fait que ce n'était pas pour cela qu'elle avait déposé la plainte. Shen lui a demandé d'expliquer la vraie raison. Le silence s'est étiré de manière inconfortable alors que Robert se tournait vers Rachel et lui demandait si elle m'avait réellement demandé de l'argent après leur avoir dit qu'elle signalait une fraude parce que c'était la bonne chose à faire. La voix de Linda s'est brisée lorsqu'elle a demandé si Rachel leur avait menti. Robert a étudié mon visage comme s'il me voyait pour la première fois depuis des années. Linda fixait la licence de médecine accrochée au mur derrière moi. Robert a demandé lentement si ces licences étaient réelles, et j'ai confirmé qu'elles l'étaient. Il a demandé si j'étais réellement allé à l'école de médecine. John Hopkins. Diplômé en 2011. Les yeux de Linda se sont remplis de ce qui aurait pu être des larmes alors qu'elle demandait pourquoi je ne leur avais pas dit. Je lui ai rappelé que je les avais invités à ma remise de diplôme, mais qu'ils n'étaient pas venus parce qu'un événement professionnel de Rachel avait été programmé le même week-end. Robert a cligné des yeux et a demandé si c'était vraiment il y a 13 ans. 14. Juin 2011. La voix de Rachel s'est élevée alors qu'elle m'accusait de manipulation, mais Park a fermé le dossier et tout le monde s'est tu.
Il a expliqué, cette situation nécessite une enquête approfondie, et j'aurai besoin de la documentation du docteur Anderson, si c'est vraiment votre nom légal. La licence de médecine, les certifications du conseil d'administration, les relevés de notes et les documents de propriété de la clinique seront tous nécessaires. Chen a demandé quand il voulait ces documents. Demain matin, 9 heures. Rachel s'est levée brusquement et a protesté que me donner jusqu'à demain me permettrait de falsifier des documents. Park lui a rappelé qu'il vérifierait tout directement auprès des agences de l'État et que les documents étaient soit légitimes, soit ils ne l'étaient pas. Il s'est levé et a rangé sa mallette tout en expliquant qu'il contacterait également le conseil de médecine du Massachusetts et l'université Hopkins personnellement. Il a regardé Rachel avec une expression sérieuse. Si les références du docteur Anderson sont réelles, cette plainte est mensongère. Déposer une fausse plainte auprès d'une agence d'État est un crime. Rachel s'est rassise lourdement tandis que mes parents commençaient à se lever de leur chaise. La voix de Chen les a arrêtés immédiatement, suggérant qu'ils devraient rester un moment. Robert s'est hérissé et a mentionné qu'ils avaient le droit de partir, mais Chen a expliqué qu'ils avaient signé des documents juridiques accusant son client de fraude criminelle. Si j'étais innocent et elle a insisté sur le fait que je l'étais, ils feraient face aux conséquences de leurs actes. La voix de Rachel est sortie fine et incertaine. Quelles conséquences ? Chen les a énumérées méthodiquement, diffamation, dépôt d'un faux rapport de police et entrave à un cabinet médical. Elle a sorti sa tablette et a noté que je traitais 40 patients par semaine, donc si cette plainte nuisait à ma réputation, il serait responsable de ma perte de revenus. Les mains de Linda tremblaient alors qu'elle insistait sur le fait qu'il ne voulait pas faire de mal. La réponse de Chen a été précise et impitoyable. Ils avaient signé un affidavit devant un notaire, ce qui n'était pas la même chose que ne pas vouloir faire de mal. J'ai regardé mes parents et j'ai déclaré platement qu'ils avaient essayé de détruire ma carrière. Robert s'est levé et a commencé à expliquer ce qu'il pensait qu'il se passait, mais je l'ai coupé en soulignant qu'ils avaient cru l'histoire de Rachel sans vérifier aucun fait. Comme toujours. Je me suis levé et tout le monde a suivi jusqu'à ce que la petite salle de conférence paraisse encore plus petite. J'ai posé une question simple sur la date de mon anniversaire, ce qui a rendu Linda confuse. Robert a essayé de rejeter la question comme étant non pertinente, alors j'ai donné la réponse moi-même. C'est aujourd'hui. 30 décembre 1989. J'ai 35 ans. Le visage de Linda est devenu complètement blanc alors que je continuais de parler d'une voix calme. Ils étaient venus ici le jour de mon anniversaire pour m'accuser de fraude parce que Rachel les avait convaincus que j'étais un raté. Ils n'avaient pas appelé pour vérifier quoi que ce soit ou contrôler les faits. Ils l'avaient juste cru immédiatement. La voix de Rachel s'est brisée alors qu'elle me disait d'arrêter de jouer la victime, mais je l'ai ignoré et j'ai évoqué le retour de Park demain matin à 9 heures. J'ai dit à tous les trois qu'ils verraient ma licence de médecine, mes accréditations hospitalières et mes dossiers de patients documentant 8 ans de soins aux familles de cette communauté. Ensuite, ils devraient lui expliquer pourquoi ils avaient déposé une fausse plainte. Park s'est dirigé vers la porte, suivi de Chen. Rachel et mes parents sont restés figés sur place tandis que Rachel chuchotait quelque chose sur le fait que les gens pouvaient falsifier des licences de nos jours. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu l'alerte du calendrier me rappelant mon 35e anniversaire, puis je l'ai effacé sans aucune émotion. Revenez demain. Voyez par vous-même. La voix de Robert est sortie petite et incertaine, suggérant que, si j'étais vraiment médecin, mais je l'ai interrompu avant qu'il ne puisse finir. Il découvrirait tout demain matin, et il ne devrait pas être en retard. Ils sont partis un par un jusqu'à ce que je reste seul dans la salle de conférence vide, fixant les chaises qu'ils avaient occupées. Demain matin à 9 heures, tout changerait pour chacun d'eux. La vérité a cette vertu. La salle de conférence semblait exactement la même le lendemain matin quand je suis arrivé à 8h45 avec mon café à la main. Chen était assise à côté de moi avec 3 dossiers épais disposés précisément sur la table. Elle avait passé la soirée à rassembler chaque document dont Park pourrait avoir besoin pour vérifier mes références. Mes parents sont arrivés à 8h57 avec l'air épuisé, des cernes sous les yeux et des vêtements froissés qui suggéraient qu'ils avaient passé la nuit à se disputer. Rachel est entrée à 8h58 avec un maquillage parfait et une démarche assurée qui ne cachait pas tout à fait le léger tremblement de ses mains. Park est arrivé à 8h59, portant un dossier 2 fois plus épais que celui d'hier. Il l'a posé sur la table avec un bruit sourd qui a immédiatement attiré le regard de Rachel. Park a salué tout le monde et a expliqué qu'il avait passé la soirée d'hier à passer des appels et à consulter des bases de données, puis il a ouvert son ordinateur portable sans plus de préambule.
L'écran s'est allumé montrant le site web du Conseil de médecine du Massachusetts alors qu'il expliquait qu'il avait fouillé la base de données des licences de l'État. Ses doigts ont tapé « Michael Anderson MD » dans le champ de recherche. Les résultats sont apparus instantanément à l'écran avec les informations de ma licence affichées à la vue de tous. Numéro de licence MD 48291, délivré en novembre 2014. Spécialité répertoriée comme médecine familiale. Statut actif sans restriction. Rachel s'est penchée en avant et a insisté sur le fait que cela devait être quelqu'un d'autre portant le même nom, mais Park a fait défiler l'écran pour montrer que la licence indiquait l'adresse de cette clinique et ma date de naissance, 30 décembre 1989. C'est moi, ai-je dit calmement. Mes parents se sont penchés pour fixer l'écran tandis que le visage de Rachel perdait plusieurs nuances de couleur. Park a fermé l'ordinateur portable et a ouvert le dossier épais qu'il avait apporté, étalant les documents un par un dans un ordre méthodique. La première page montrait une copie certifiée de mon diplôme de l'université Johns Hopkins, suivi de mon certificat de licence médicale, puis de mon certificat de fin de résidence à l'hôpital général du Massachusetts, et enfin de l'acte notarié montrant que j'avais acheté le bâtiment de cette clinique. L'expression de Park a changé alors qu'il levait les yeux des documents. Il m'a fixé pendant un long moment, puis s'est tourné vers Rachel, puis de nouveau vers moi. Son visage s'est littéralement décomposé alors qu'il réalisait pleinement la situation, le choc et la compréhension traversant ses traits en une vague que je pouvais voir de l'autre côté de la table. « Docteur Anderson », a-t-il dit lentement. Rachel a commencé à protester que je n'étais pas médecin, but Park l'a coupé avec une seule déclaration qui a rempli la pièce d'un silence stupéfait. J'étais le propriétaire de cette clinique, a-t-il expliqué, ayant acheté le bâtiment en 2016 pour 890 000 $. Sa compagnie d'assurance m'avait accrédité depuis 2016, faisant de moi non seulement un employé, mais le directeur médical et le seul médecin exerçant ici. Il a regardé Rachel et a demandé pourquoi ma famille pensait que j'étais un réceptionniste. La bouche de Rachel s'est ouverte et fermée sans produire aucun son. Les mains de Robert ont commencé à trembler alors qu'il agrippait le bord de la table. Les yeux de Linda se sont remplis de larmes qui ont coulé sur ses joues tandis que je gardais une expression totalement neutre. Park a continué à étaler d'autres documents qui formaient un tableau complet de mon éducation, relevé de notes du lycée Westbrook High dans le Connecticut, montrant une moyenne de 3,8, PAEL, échec ayant à peine obtenu son diplôme, que mes parents avaient décrit. Diplôme d'associé du Lakewood Community College avec une moyenne parfaite de 4,0. Baccalauréat en sciences de la vie, biologie, de l'Université de l'Ohio avec une moyenne de 3,9. Doctorat en médecine de la faculté de médecine Johns Hopkins en 2011, diplômé avec mention. Résidence en médecine familiale au Mass General Hospital de 2011 à 2014. Park s'est adressé directement à mes parents et leur a rappelé qu'ils avaient prétendu que j'avais à peine terminé le lycée. Robert fixait les relevés de notes comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère qu'il ne pouvait pas tout à fait comprendre. Park a expliqué qu'il avait vérifié chaque document hier en contactant chaque institution personnellement. La voix de Linda n'était plus qu'un murmure lorsqu'elle a demandé si j'avais vraiment fréquenté Johns Hopkins, l'une des meilleures écoles de médecine du pays. La 4e meilleure, en fait, ai-je répondu. Les dossiers professionnels ont suivi dans une autre vague systématique qui ne laissait aucune place au doute ou au déni, licence médicale du Massachusetts délivrée en 2014 et renouvelée tous les 2 ans jusqu'à présent. Certification du Conseil de l'American Board of Family Medicine en 2015. Licence DEA m'autorisant à prescrire des médicaments. Privilèges hospitaliers actifs à l'hôpital St. Marie. Accréditation auprès de 8 compagnies d'assurance différentes, dont celle de Park. Registre des patients montrant 2847 patients traités depuis que j'ai ouvert ce cabinet en 2016. Park a noté que je n'avais aucune plainte pour faute professionnelle et aucune plainte déposée auprès du Conseil de l'Ordre des médecins. Il a affiché un autre écran montrant mes scores de satisfaction des patients 4,8 sur 5 et des demandes de remboursement d'assurance totalisant 1,4 million de $ versés entre 2016 et 2024. Chaque demande avait été correctement documentée et chaque procédure entièrement justifiée par une nécessité médicale. Il a regardé directement Rachel et lui a rappelé qu'elle avait déposé une plainte m'accusant de fraude à l'assurance alors que j'étais en fait l'un de leurs prestataires les mieux notés. La voix de Robert s'est brisée quand il a finalement parlé. Tu es un médecin. Un vrai médecin. J'ai confirmé ce simple fait pendant que Linda assimilait la réalité, je possédais toute cette clinique et j'avais acheté le bâtiment moi-même. Robert a demandé pourquoi je ne leur avais rien dit de tout cela. Et je lui ai rappelé que je le leur avais dit. Il n'avait juste pas écouté.
Linda a insisté sur le fait qu'il se serait souvenu de quelque chose d'aussi important, ce qui a poussé Shane à sortir un autre document de son dossier, l'annonce de remise des diplômes que j'avais envoyée à leur adresse dans le Connecticut le 15 juin 2011, accompagnée de la carte de réponse qu'ils avaient renvoyée, disant qu'ils ne pouvaient pas y assister à cause de l'événement professionnel de Rachel le même week-end. Shane a produit une pile de cartes de Noël que j'avais envoyées chaque année jusqu'en 2017, toutes retournées avec la mention « mauvaise adresse », parce qu'ils avaient déménagé en 2018 sans me communiquer leur nouvelle adresse. La preuve de leur abandon systématique était là, sur la table, à la vue de tous. Park a tourné son attention vers Rachel et lui a demandé de clarifier son statut professionnel dans le secteur des assurances. Elle a bégayé qu'elle avait travaillé dans les assurances mais que ce n'était plus le cas, ce qui l'a poussée à demander la date précise à laquelle elle avait arrêté. Shane a répondu pour elle, mars 2023, lorsque Northeast Insurance a mis fin à son contrat pour violation de l'éthique. Rachel a protesté en disant que son dossier professionnel était une information privée. Shane a expliqué que c'était tout à fait pertinent étant donné que Rachel avait déposé une plainte pour fraude à l'assurance tout en revendiquant une expertise dans le secteur. Elle a demandé pourquoi Rachel n'avait pas utilisé son accès aux bases de données des prestataires pour rechercher mes références avant de déposer plainte. Rachel a insisté sur le fait qu'elle avait cherché mais avait utilisé « Michael Harris » comme nom, ce que Park a immédiatement noté comme étant incorrect puisque mon nom légal était Anderson depuis 12 ans. Une simple recherche dans la base de données l'aurait montré en quelques secondes. Rachel a prétendu qu'elle n'était pas au courant du changement de nom, ce que Park a souligné comme étant dû au fait qu'elle ne m'avait pas parlé depuis 8 ans, un fait qu'elle avait admis elle-même lors de la réunion d'hier. Il a ramassé la photo que Rachel avait soumise comme preuve, celle me montrant répondant au téléphone à la réception. Rachel a eu l'air triomphant un instant jusqu'à ce que Park demande ce que cette photo était censée prouver exactement. Les médecins des petits cabinets aidaient tout le temps aux tâches administratives. J'ai expliqué que j'avais une réceptionniste qui avait parfois besoin de renfort lorsqu'elle était malade ou débordée par le volume d'appels. Je m'occupais de la réception de la même manière que je nettoyais les salles d'examen lorsque notre concierge ne pouvait pas venir. Aucun travail n'était indigne de moi, et je n'avais jamais compris pourquoi Rachel pensait qu'aider mon personnel me rendait moins professionnel. Je l'ai regardée directement et j'ai noté qu'elle pensait que cela me rendait petit, alors que j'avais toujours considéré cela comme faisant partie d'un bon employeur. Un vacarme a éclaté à l'extérieur de la salle de conférence. La porte s'est ouverte brusquement et Sarah est apparue, l'air paniqué, avec 8 ou 10 patients entassés dans la salle d'attente derrière elle. Elle s'est excusée abondamment et a expliqué qu'ils avaient entendu parler d'une enquête remettant en question le fait que je sois un vrai médecin. Madame Kowalski a bousculé Sarah pour entrer dans la salle de conférence et a déclaré que l'accusation était complètement folle puisque j'étais son médecin depuis 6 ans. Elle s'est tournée vers Park et lui a dit que j'avais trouvé son cancer du sein de stade 1 lors d'un examen de routine. La détection précoce lui avait sauvé la vie, et elle était en rémission maintenant grâce à ma minutie. Un autre patient avec une canne a expliqué que j'avais diagnostiqué son diabète avant même qu'il ne présente de symptômes, tandis qu'une jeune mère a partagé que j'avais mis au monde son bébé ici même dans la clinique lorsqu'elle n'avait pas pu arriver à l'hôpital à temps. Rachel a semblé se recroqueviller sur sa chaise tandis que mes parents regardaient avec choc. Je me suis levé et je me suis adressé à mes patients, leur demandant de bien vouloir rentrer chez eux car la situation était prise en main. Madame Kowalski a exigé de savoir si, ces gens, m'accusaient réellement de fraude, mais je l'ai assuré que tout était en train d'être résolu et j'ai remercié tout le monde pour leur inquiétude. Ils sont partis à contre-cœur, grommelant encore sur l'absurdité de quiconque remettant en cause mes références. Shane a attendu que la porte se ferme avant de sortir un nouveau dossier. Elle a suggéré que nous discutions de la véritable raison pour laquelle Rachel avait déposé cette plainte, puis a étalé des documents de faillite montrant que Rachel Harris avait déposé un bilan au titre du chapitre 7 en octobre 2024. Une dette totale de $312 000, dont $240 000 de prêts commerciaux co-signés par Robert et Linda Harris, plus $72 000 de dettes de carte de crédit. Le visage de Robert est devenu pâle alors que Shane expliquait que le spa de bien-être de leur fille avait fait faillite après 17 mois d'activité. Un avis de saisie bancaire sur leur maison du Connecticut avait été déposé le 1er novembre. La voix de Linda a monté jusqu'à un quasi-cri lorsqu'elle a réalisé qu'ils perdaient leur maison. Rachel a balbutié qu'elle avait prévu de le leur dire, ce qui a poussé Robert à demander quand exactement elle avait l'intention de partager cette nouvelle. Shane a fourni le calendrier, à moins que la dette ne soit payée d'ici le 15 janvier, la banque prendrait possession de leur maison. Elle a de nouveau montré à Park les messages textes où Rachel m'avait demandé un prêt de $50 000.
Le plan de Rachel était transparent avec le recul, détruire mon cabinet médical avec de fausses accusations, me rendre assez désespéré pour avoir besoin du soutien de la famille, puis utiliser la réconciliation comme levier pour m'extorquer de l'argent. Le mobile financier rendait cette plainte pire qu'une simple jalousie, c'était une extorsion calculée qui avait échoué spectaculairement. Robert s'est levé, le visage rouge et les poings serrés. Il a dit à Rachel qu'elle leur avait menti en prétendant que cette plainte visait à protéger les patients d'une fraude. Rachel a essayé d'insister sur le fait qu'elle avait sincèrement cru que je commettais des crimes, mais Robert l'a coupé en soulignant qu'elle était au courant du changement de nom et qu'elle aurait pu vérifier mes références par une simple recherche dans une base de données. Linda sanglotait plus fort tout en demandant s'ils perdaient vraiment leur maison à cause de l'entreprise ratée de Rachel. La voix de Rachel est devenue défensive alors qu'elle affirmait qu'elle avait essayé de sauver la famille. Robert a explosé face à cette justification et a demandé si détruire la carrière de son frère était son idée du salut. La réponse de Rachel est sortie dans un cri. Je n'étais pas son frère parce que je les avais tous abandonnés il y a des années. J'ai corrigé ce récit d'une voix froide et monocorde en expliquant que j'étais parti de la maison pour construire ma propre vie, ce qui n'était pas la même chose qu'un abandon. Il n'avait jamais essayé de me trouver. Rachel a soutenu que j'avais déménagé et changé de nom, ce qui rendait impossible de me localiser. J'ai souligné que chercher Michael Anderson, docteur Boston, aurait fait apparaître mon cabinet comme premier résultat sur n'importe quel moteur de recherche. Les excuses s'effondraient plus vite qu'elles ne pouvaient en fabriquer de nouvelles. Park a fermé son dossier et a annoncé sa décision officielle. La plainte était totalement infondée. Mes références étaient impeccables et mon cabinet était entièrement légitime. Il délivrerait une décharge formelle immédiatement et cette enquête n'affecterait en rien mes contrats d'assurance. Je l'ai remercié calmement tandis qu'il se tournait vers Rachel et expliquait qu'il signalerait cet incident à la commission des assurances du Massachusetts. Déposer une fausse plainte était au minimum un délit, peut-être élevé au rang de crime compte tenu du mobile financier clair. Rachel a essayé de prétendre qu'elle avait fait une erreur de bonne foi, mais la réponse de Park a été ferme et impitoyable. Elle avait signé des documents juridiques et soumis des affidavits notariés, ce qui faisait de cela un parjure plutôt qu'une simple erreur de jugement. Shen s'est levée et a adopté sa posture formelle d'avocate. Elle a annoncé que j'allais déposer une plainte au civil contre tous les trois, ce qui a poussé Robert à demander pourquoi lui et Linda étaient inclus. Shen a expliqué qu'ils avaient co-signé la plainte et qu'ils étaient donc légalement responsables de ses conséquences. La diffamation, l'entrave aux activités commerciales et le préjudice moral seraient les principales demandes, avec des dommages-intérêts demandés à hauteur de $500 000. Linda a protesté en disant qu'ils n'avaient pas du tout cette somme d'argent. La réponse de Shen a été factuelle, ils perdraient de toute façon leur maison par saisie, et selon les accusations criminelles, ils pourraient également faire face à une peine de prison. Rachel a qualifié toute cette situation d'insensée, ce qui m'a donné l'ouverture que j'attendais. Je l'ai regardée et j'ai déclaré simplement qu'elle avait tenté de me faire emprisonner sur la base de fausses accusations. Ce n'étaient que les conséquences naturelles de ces actes. Park a rassemblé ses affaires et a quitté la salle de conférence pendant que mes parents se levaient et commençaient à ramasser leurs manteaux. Rachel est restée assise, fixant la table dans un silence stupéfait. Je me suis dirigé vers la porte et je me suis arrêté, la main sur la poignée. Une question, ai-je dit. Rachel a levé la tête lentement pendant que je lui demandais si elle m'aurait aidé si nos situations avaient été inversées si j'avais été celui qui se noyait sous les dettes et que je lui avais demandé $50 000 pour me sauver. Le silence s'est prolongé pendant près de 30 secondes avant que Rachel n'ouvre la bouche, sans pouvoir formuler de mots pour répondre à la question. C'est ce que je pensais, ai-je dit. J'ai regardé mes parents et leur ai dit qu'ils avaient élevé Rachel en lui faisant croire qu'elle comptait plus que moi. Elle avait complètement intériorisé cette leçon, et eux aussi. Maintenant, tous les trois allaient affronter ensemble les conséquences de ce système de croyance. Je suis sorti et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. Derrière cette porte, les sanglots de Linda résonnaient dans la salle de conférence vide tandis que Robert fixait les documents de faillite étalés sur la table. Le téléphone de Rachel a commencé à sonner, un appel de la commission des assurances du Massachusetts. Elle n'a pas répondu. 2 semaines après la visite de l'auditeur, le procureur du district du Massachusetts a déposé des accusations formelles contre tous les trois. Rachel faisait face à un chef d'accusation de fraude à l'assurance comme crime et à un chef d'accusation de dépôt de fausses plaintes comme délit mineur. Mes parents ont été accusés de complot en vue de déposer un faux rapport de délit mineur compte tenu de leur âge et de l'absence d'antécédents criminels.
Le tribunal a fixé la caution à 10 000 $ chacun et a programmé le procès pour mars 2025. Je n'ai pas assisté à la comparution. Shen m'a envoyé le dossier de l'affaire accompagné d'un autre élément sur lequel elle enquêtait, l'historique professionnel complet de Rachel. J'ai examiné les documents dans son bureau 3 jours avant Noël, alors que le centre-ville de Boston grouillait de clients pour les fêtes qui n'avaient aucune idée que leur vie était tellement plus simple que la mienne. Rachel avait été licenciée d'Atlantic Insurance en 2019 pour avoir approuvé des réclamations frauduleuses. Northeast Insurance l'avait renvoyée en 2021 pour avoir falsifié des dossiers clients. Bay-State Insurance l'avait remerciée en 2023 pour des violations d'éthique. Elle était au chômage depuis 8 mois avant de déposer plainte contre moi. Shen a souligné qu'il ne s'agissait pas seulement de désespoir, c'était un schéma de comportement. Les dossiers montraient que Rachel avait déposé des plaintes contre 2 de ses anciens employeurs, toutes 2 rejetées comme étant sans fondement. Elle avait une stratégie qui devenait évidente une fois documentée à travers des années d'échecs, quand les choses n'allaient pas dans son sens, elle trouvait quelqu'un d'autre à blâmer et essayait de le détruire au lieu d'assumer ses responsabilités. Mes parents n'avaient jamais été au courant de ces licenciements car Rachel leur disait qu'elle faisait du conseil. Une lettre est arrivée du Conseil de l'Ordre des médecins du Massachusetts le 20 décembre. L'enquête avait pris exactement 14 jours pour être bouclée et avait conclu que la plainte contre moi était malveillante et totalement infondée. Mes titres de compétence ont été vérifiés comme étant exemplaires. Ma licence est restée active sans aucune restriction, et le Conseil s'est excusé pour tout inconvénient que l'enquête avait pu causer. La plaignante avait été signalée dans leur système pour abus potentiel du processus de plainte. J'ai encadré la lettre et je l'ai accrochée à côté de ma licence médicale dans la salle de conférence où ma famille avait essayé de me détruire. C'était comme la plus petite victoire possible, mais les victoires restaient des victoires. Les informations locales ont repris l'histoire 3 jours plus tard avec un titre sur un médecin de famille blanchi après de fausses accusations de fraude. Une journaliste s'est présentée à la clinique pour demander une interview, et je lui ai donné exactement 2 phrases devant la caméra, je me concentrais sur mes patients parce que c'est ce qui importait. Et je n'ai rien ressenti face aux accusations de ma famille parce qu'ils n'étaient plus ma famille. Les avis Google de la clinique sont passés de 4,2 à 4,9 étoiles du jour au lendemain. 73 nouveaux avis 5 étoiles sont apparus, disant que j'étais le meilleur médecin de Boston et que les patients me soutenaient face aux fausses accusations. Les demandes de rendez-vous ont triplé en une semaine, m'obligeant à prolonger les heures de bureau et à ouvrir une liste d'attente pour les nouveaux patients. La communauté s'était exprimée, et elle avait choisi mon camp. Shen m'a appelé entre 2 patients le 7 janvier pour me donner des nouvelles de la maison de mes parents. La banque l'avait vendue aux enchères la veille pour 380 000 $, ce qui couvrait la majeure partie de la dette commerciale de Rachel. Robert et Linda emménageaient dans un complexe d'appartements pour seniors avec l'aide de ma tante Diane. J'ai dit à Shen que j'étais soulagé qu'ils aient le soutien de quelqu'un. Elle m'a demandé si je reconsidérerais la poursuite civile étant donné qu'ils perdaient leur maison, et j'ai dit non sans hésitation. Ils avaient perdu la maison lorsqu'ils avaient co-signé les prêts irresponsables de Rachel, je choisissais simplement de ne pas arrêter les conséquences naturelles de leur propre décision. L'affaire pénale a avancé plus vite que je ne l'espérais. L'avocat commis d'office de Rachel a négocié un accord de plaidoyer à la mi-janvier qui a réduit l'accusation de fraude à l'assurance de crime à délit mineur. Elle a été condamnée à 18 mois de prison fédérale suivie de 3 ans de liberté surveillée, d'une interdiction permanente d'exercer dans le secteur des assurances et d'un ordre de payer 25 000 $ de restitution à la commission des assurances. Mes parents ont accepté un accord de mise à l'épreuve, 2 ans sans peine de prison compte tenu de leur âge et de leur statut de primo-délinquant. J'ai lu les documents de sentence seul dans mon bureau après le départ du dernier patient de la journée. 18 mois semblaient simultanément trop longs et pas du tout assez longs pour quelqu'un qui avait essayé de détruire ma vie entière. J'ai regardé par la fenêtre le parking et je me suis demandé si cela constituait une justice ou simplement une efficacité bureaucratique. La poursuite civile s'est réglée en février pour 200 000 $, un montant considérablement réduit par rapport aux 500 000 provenant du produit de la vente de leur maison, tandis que la compagnie d'assurance a versé les 150 000 de mes parents à une œuvre de charité médicale qui fournissait des soins gratuits aux communautés mal desservies. Shen a demandé pourquoi je donnais de l'argent que j'étais légalement en droit de garder, et j'ai expliqué que je ne voulais pas de leur argent. Je voulais qu'ils sachent que je n'en avais pas besoin. Rendre leur contribution insignifiante était plus douloureux que de la garder ne l'aurait été. J'ai utilisé les 150 000 $ de la compagnie d'assurance pour agrandir le cabinet. En mars, j'ai embauché la docteure Sarah Shen comme pédiatre, aucun lien de parenté avec mon avocate malgré le nom de famille commun.
Nous avons ajouté 4 nouvelles salles d'examen et changé l'enseigne à l'extérieur pour qu'elle indique Boston Medicine, Anderson et Chen, MD en lettres nettes et modernes. La grande réouverture a attiré une petite foule de patients qui ont apporté des cartes et des fleurs comme s'il s'agissait d'un mariage au lieu d'une expansion commerciale. Madame Kowalski a prononcé un court discours sur la façon dont j'avais sauvé sa vie et dont j'étais maintenant en mesure de sauver beaucoup plus de vies dans la communauté. J'ai remercié tout le monde et j'ai dit que c'était cela qui comptait réellement, pas les gros titres ou les procès, juste le travail lui-même. Ma famille élargie s'est divisée selon des lignes prévisibles une fois que la nouvelle s'est propagée au-delà de Boston. Tante Diane a envoyé des messages demandant si je pouvais pardonner à mes parents puisqu'ils étaient si dévastés. Oncle Tom m'a traité de cruel et a dit qu'ils avaient juste fait une erreur. Ma cousine Jennifer m'a envoyé un message de soutien et a convenu que ce qu'ils avaient fait était impardonnable. Mon cousin Marcus m'a accusé de déchirer la famille en refusant de rester soudés. J'ai répondu à tante Diane par un seul mot, non. J'ai bloqué complètement le numéro de l'oncle Tom. J'ai remercié la cousine Jennifer d'avoir compris. J'ai dit au cousin Marcus que je n'avais rien déchiré, nos parents l'avaient fait en choisissant de croire des mensonges sans vérification. Ensuite, j'ai retiré 14 membres de ma famille de mes réseaux sociaux, j'ai gardé les 3 cousins qui m'avaient soutenu, et je me suis supprimé du groupe de discussion familiale qui était silencieux depuis décembre. Quoi qu'il en soit, une lettre manuscrite est arrivée à la clinique fin mars avec l'écriture cursive soignée de Linda remplissant 2 pages de papier à lettres florales. Elle écrivait qu'ils savaient qu'ils m'avaient fait du mal et qu'ils étaient tellement désolés, qu'ils ne savaient pas que Rachel mentait et qu'ils lui avaient fait confiance, qu'ils avaient perdu leur maison et vivaient maintenant dans un appartement d'une chambre. Robert avait des problèmes de santé et il n'avait plus de bonne assurance. Elle savait qu'ils ne méritaient pas mon aide, mais j'étais toujours leur fils et ne pouvions-nous pas au moins parler pour qu'ils puissent tout expliquer correctement? J'ai lu la lettre entière 2 fois avant de la plier et de la ranger dans le tiroir de mon bureau. Ils voulaient expliquer leur version après 8 ans sans jamais s'enquérir de la mienne. Les mathématiques de cet échange n'étaient pas équilibrées, peu importe la façon dont je les calculais. Donc, je n'ai jamais répondu à la lettre ni à aucun des 3 messages téléphoniques que Linda a laissés au cours des semaines suivantes. Le Boston Magazine m'a contacté en avril pour me faire figurer dans leur numéro sur les 40 meilleurs médecins de moins de 40 ans. L'interview a eu lieu autour d'un café près de ma clinique avec une journaliste qui a posé des questions étonnamment pertinentes sur la façon dont j'avais fait face aux fausses accusations de ma propre famille. Je lui ai dit que je m'étais concentré sur mes patients parce que c'était pour eux que j'étais devenu médecin. Elle m'a demandé si je regrettais d'avoir coupé les ponts entièrement avec ma famille. Je regrette que cela ait été nécessaire, ai-je dit. Pas de l'avoir fait. L'article a été publié en mai avec une photo de moi dans ma blouse blanche debout devant la clinique nouvellement agrandie. 3 anciens camarades de faculté de médecine m'ont contacté pour me féliciter, et j'ai réalisé que je ne leur avais pas parlé depuis des années parce que j'avais été tellement concentré sur la construction de mon cabinet que j'avais oublié d'entretenir mes amitiés. J'ai commencé à faire des plans pour changer cela. Lors d'une conférence médicale en juin, j'ai croisé la docteure Sarah Chen pendant une présentation sur l'intégration des soins pédiatriques dans les cabinets de médecine familiale. Nous avons pris un café après et avons discuté des défis de la gestion d'une petite clinique à une époque de médecine d'entreprise. Elle m'a interrogé sur l'histoire de l'auditeur d'assurance qu'elle avait entendu via le réseau de commérage de la communauté médicale. J'ai confirmé que tout était malheureusement vrai. L'expression de Sarah est passée de la sympathie au respect lorsqu'elle a réalisé que ma propre sœur avait essayé de me détruire. Elle m'a demandé si j'étais toujours en colère à propos de ce qui s'était passé, et j'ai expliqué que la colère demandait une énergie que je préférais dépenser à apprendre et à grandir. La thérapie m'avait aidé à comprendre que s'accrocher à la rage ne ferait que leur donner un pouvoir continu sur mon état émotionnel. Elle a souri et a dit que c'était en fait très sain pour quelqu'un qui avait traversé un traumatisme. 3 ans de thérapie, lui ai-je dit. Le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Une lettre est arrivée de la prison fédérale FCI d'Ambury en août avec le numéro d'écrou de Rachel imprimé sur l'adresse de l'expéditeur. Elle avait eu le temps de réfléchir et de réaliser qu'elle avait tort, que le désespoir financier avait obscurci son jugement, que la thérapie en prison l'aidait à comprendre ses schémas. Elle savait qu'elle ne pouvait pas défaire ce qu'elle avait fait, mais espérait que je pourrais lui pardonner un jour et accepterais-je d'écrire une lettre à la commission des libérations conditionnelles lorsque son audience aurait lieu dans quelques mois. J'ai lu la lettre une fois, je n'ai absolument rien ressenti, et j'ai écrit un seul mot sur le papier à lettre de la prison, non. J'ai signé mon nom, je l'ai mis dans l'enveloppe de retour et je l'ai renvoyé le jour même. Quand Chen a appelé plus tard cette semaine-là et a demandé ce que j'avais répondu à Rachel à propos de la lettre de libération conditionnelle,
j'ai répété le même mot unique. Chen a ri et a dit, bien, ce qui m'a donné l'impression d'avoir réussi une sorte de test que je ne savais pas que je passais. Tard un soir de septembre, j'étais assis seul dans mon bureau à terminer de la paperasse après une longue journée de rendez-vous consécutifs. Une photo encadrée sur mon bureau me montrait lors de ma remise de diplôme à Johns Hopkins, portant ma blouse blanche d'étudiant en médecine et tenant mon diplôme. J'étais seul sur la photo parce que personne n'était venu me voir obtenir mon diplôme. Pas de parents, pas de sœurs, pas de famille élargie qui avaient tous été trop occupés par l'événement professionnel de Rachel ce même week-end. J'ai pris la photo et j'ai étudié l'expression fière de mon moi plus jeune. Les gens ne cessaient de me demander si j'étais heureux maintenant que tout avait été résolu légalement et professionnellement. Je n'ai jamais su comment répondre à cette question car le bonheur semblait être le mauvais critère de mesure. J'avais un cabinet prospère, de bons collègues et des patients qui me confiaient leur vie et leur santé. Mais je n'avais pas de famille, pas de frères ou sœurs à appeler pour les anniversaires, pas de parents à visiter pendant les vacances, pas de cousins qui voudraient de moi à leur mariage. Est-ce que cela en valait la peine ? Mon téléphone a vibré avec un texte de Sarah demandant pour le dîner de demain chez elle. J'ai regardé à nouveau la photo, puis le texte, puis à nouveau la photo de mon jour de remise de diplôme solitaire. Certaines pertes étaient nécessaires, même quand elles faisaient mal. Et peut-être était-ce la seule réponse qui importait. J'ai posé la photo face contre terre dans le tiroir et j'ai répondu par un simple oui. La paperasse pouvait attendre le matin. Mon 36e anniversaire est tombé le 30 décembre 2025, exactement un an après que l'auditeur d'assurance était entré dans ma clinique avec ma famille à sa suite. La célébration a eu lieu dans mon appartement avec 8 personnes rassemblées autour d'un gâteau sur lequel on pouvait lire « Joyeux 36e anniversaire, Dr Anderson », en glaçage bleu. Sarah Chen se tenait à mes côtés tandis que Margaret Chen, mon avocate devenue amie, levait un verre de vin. La docteure Sarah Chen, mon associée à la clinique au nom de famille confusément identique, riait de quelque chose qu'un de mes collègues avait dit. Madame Kowalski était assise dans mon fauteuil le plus confortable, l'air ravi d'avoir organisé tout cet événement à mon insu. L'atmosphère semblait chaleureuse et authentique d'une manière que l'anniversaire de l'année dernière n'avait jamais été. Sarah a mentionné qu'il y a exactement un an, je m'occupais de l'audit, et j'ai reconnu que c'était une vie différente à l'époque. Madame Kowalski m'a corrigé et a dit que j'étais un homme différent maintenant, mais je n'étais pas d'accord avec son évaluation. J'étais la même personne, juste plus léger d'une certaine manière déchargé du poids de membres de la famille qui ne m'avaient jamais réellement vu. L'avocate Chen a proposé un toast à la justice, mais j'ai discrètement changé cela pour la paix à la place. Un de mes collègues a posé des questions sur Rachel pendant la fête, demandant spécifiquement si elle avait déjà été libérée de prison. J'ai confirmé que sa libération anticipée avait eu lieu en novembre après avoir purgé 13 mois de sa peine de 18 mois. Son agent de libération conditionnelle m'avait contacté pour m'expliquer qu'elle avait interdiction de tout contact avec moi pendant 3 ans dans le cadre de ses conditions de mise à l'épreuve. Sarah a demandé si cette restriction me dérangeait. Je lui ai dit la vérité, même si l'ordonnance de non-contact expirait demain, je ne parlerai toujours pas à Rachel parce qu'il n'y avait plus rien à se dire entre nous. La conversation a dévié rapidement parce que personne à ce rassemblement ne se souciait de la situation de Rachel au-delà d'une curiosité élémentaire. L'avocate Chen a mentionné que mes parents avaient envoyé une carte de Noël à son bureau plus tôt ce mois-là, qu'elle avait renvoyée non ouverte conformément à mes instructions permanentes. La docteure Chen a demandé si je me demandais parfois comment ils allaient, et j'ai expliqué que ma tante Diane envoyait des nouvelles occasionnelles sans qu'on lui demande. Ils allaient bien, vivaient dans une communauté pour seniors avec un loyer subventionné, gérant leurs problèmes de santé avec Medicare. Quelqu'un a demandé si je me sentais coupable de leurs circonstances réduites. Je ne ressens rien, ai-je dit. C'est mieux que la colère. La fête s'est poursuivie avec des discussions sur le prochain premier anniversaire de la clinique sous le nom Anderson et Chen Family Medicine. La docteure Chen a partagé que nous avions traité 892 nouveaux patients au cours de l'année écoulée, doublant presque la taille de notre cabinet. J'ai noté que l'argent du règlement de la poursuite avait été bien utilisé, ce qui a fait rire Madame Kowalski qui a souligné que Rachel avait essayé de me détruire, mais que j'avais construit quelque chose d'encore plus grand à partir des décombres. Je l'ai corrigé gentiment. Rachel avait essayé de détruire quelqu'un qu'elle pensait petit et insignifiant. Elle n'avait jamais réellement su qui j'étais. Donc, son attaque avait été dirigée contre une version fantôme de moi qui n'existait que dans son imagination. Le lendemain soir, je me suis arrêté chez Trader Joe's en allant à l'appartement de Sarah pour le dîner du Nouvel An.
Le magasin était bondé de clients de dernière minute faisant provision de champagne et d'amuse-bouche. J'ai tendu la main vers un sac de grains de café sur l'étagère, et ma main a touché une autre main tendant la main vers le même sac. J'ai levé les yeux et j'ai vu Rachel. Elle avait perdu du poids en prison, son visage était plus mince et plus anguleux que dans mes souvenirs. Les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par un pull et un jean Target qui avaient connu des jours meilleurs. La prison avait donné à sa peau un aspect grisâtre sous les lumières fluorescentes du magasin. Nous nous sommes tous deux figés pendant un long moment. Elle a dit mon nom et j'ai dit le sien, puis le silence s'est étiré entre nous dans l'allée du café pendant que d'autres clients poussaient leurs chariots devant nous. Rachel a commencé à dire qu'elle voulait me dire quelque chose, mais je l'ai coupé d'un seul mot et j'ai pris le café. Je suis parti sans regarder en arrière, bien que je puisse sentir qu'elle me regardait jusqu'à ce que je tourne le coin vers les caisses. Ce soir-là, à l'appartement de Sarah, je lui ai raconté la rencontre pendant que nous préparions le dîner ensemble. Elle s'est arrêtée de couper des légumes et m'a demandé si j'allais bien, et j'ai confirmé que j'allais bien parce que je n'avais absolument rien ressenti pendant l'interaction. Sarah a demandé si cet engourdissement était bon ou mauvais, ce qui était exactement la question que je m'étais posée. Parfois, je me demandais si je devrais ressentir plus de colère ou de tristesse ou même de pitié pour la sœur qui avait détruit sa propre vie en essayant de détruire la mienne. Sarah a souligné que je ne pouvais ressentir que ce que je ressentais réellement, et que l'apathie n'était pas moralement mal. Mon thérapeute avait dit la même chose plusieurs fois au cours des 3 dernières années. Sarah m'a demandé si le fait d'avoir une famille me manquait, ce qui m'a fait regarder autour de son appartement les photos couvrant ses murs, des photos de nous à la réouverture de la clinique, de moi et de mes collègues lors de conférences, de la fête de célébration de la rémission de Madame Kowalski. J'ai une famille, lui ai-je dit. Juste pas celle dans laquelle je suis né. Le lundi matin suivant, notre nouvelle réceptionniste, Jenna, avait du mal avec le système téléphonique pendant le rush matinal des appels de rendez-vous. Je me suis assis à la réception et je lui ai expliqué le processus pendant qu'elle s'excusait de ne pas le connaître déjà. La docteure Chen est passée devant et a fait un commentaire taquin sur le fait que j'aidais à nouveau à la réception, mais j'ai dit à Jenna qu'aucune tâche n'était trop petite quand on faisait partie d'une équipe. Un étudiant en médecine qui m'observait ce jour-là a semblé surpris que je réponde réellement au téléphone, tout comme la photo de Rachel l'avait montré. J'ai confirmé que je le faisais parfois et j'ai demandé si cela posait un problème. L'étudiant a admis que la plupart des médecins ne feraient pas de travail administratif, ce à quoi j'ai répondu, ces médecins passaient à côté de tout l'intérêt de diriger un cabinet axé sur les soins aux patients plutôt que sur l'ego. Plus tard dans la matinée, M. Torres a évoqué l'histoire des accusations de ma famille pendant son examen. Il en avait entendu parler par le réseau de commérage des patients et voulait exprimer son opinion selon laquelle il s'était complètement trompé sur mon compte. Je l'ai remercié pour son soutien, et il a demandé pourquoi je restais dans une petite clinique alors que je pourrais travailler dans un grand hôpital avec mes titres et ma réputation. Les grands hôpitaux traitent les maladies, ai-je expliqué. Moi, je traite les gens. Monsieur Torres a hoché la tête et a dit que c'était une bonne réponse. Alors je lui ai dit que c'était aussi la vraie réponse, la véritable raison pour laquelle j'avais choisi cette voie particulière en médecine. Ce soir-là, j'étais assis seul dans mon bureau à rédiger des notes sur les patients une fois le dernier rendez-vous terminé. Le calme de la clinique vide me laissait de l'espace pour réfléchir à la question que les gens n'arrêtaient pas de me poser, si je regrettais d'avoir coupé les ponts complètement avec ma famille. Je regrettais que cela ait été nécessaire, mais pas de l'avoir fait réellement. Ma sœur avait pensé que répondre au téléphone me rendait petit et insignifiant. Mes parents avaient supposé que j'étais un échec parce que je ne les informais pas continuellement de chaque succès. Aucun d'entre eux n'avait compris la vérité fondamentale selon laquelle je n'avais pas besoin qu'ils me voient ou valident mes accomplissements, j'avais besoin d'arrêter d'attendre qu'ils regardent dans ma direction. La vengeance aurait été de leur prouver qu'ils avaient tort et de les forcer à reconnaître leur erreur. La paix consistait à rendre leurs opinions totalement non pertinentes pour mon sentiment de valeur personnelle. Je n'avais pas gagné une sorte de guerre contre ma famille, j'avais simplement cessé de mener une bataille qui n'avait jamais été la mienne à gagner en premier lieu. À 19h ce soir-là, j'ai verrouillé les portes de la clinique et je me suis dirigé vers le parking où Sarah m'attendait dans sa voiture. Une neige légère avait commencé à tomber, recouvrant tout d'une fine couche blanche qui aurait probablement disparu au matin. Je suis monté sur le siège passager et Sarah a pris des nouvelles de ma journée. « Bonne journée », ai-je dit. Le dépistage du cancer de M. Torres est revenu négatif. Nous avons roulé dans les rues calmes pendant que je regardais l'enseigne de la clinique s'effacer dans le rétroviseur, Anderson et Chen Family Medicine, en lettres modernes et nettes qui représentaient tout ce que j'avais construit à partir de rien.
Sarah a demandé à quoi je pensais, et je lui ai dit que j'avais construit quelque chose de réel et de solide qui m'appartenait entièrement. Elle a convenu que c'était le cas, ce qui m'a poussé à préciser que je l'avais fait pour moi-même plutôt que pour prouver quoi que ce soit à ma famille. C'est la meilleure raison, a-t-elle dit. Sarah a demandé si j'étais heureux maintenant qu'une année s'était écoulée et que tout s'était stabilisé dans une nouvelle normalité. J'ai marqué une pause avant de répondre parce que le bonheur semblait être le mauvais critère de mesure. J'étais en paix, ce qui semblait plus précieux que le bonheur à long terme. Sarah a demandé si la paix était vraiment mieux que le bonheur. J'ai expliqué que le bonheur dépendait de circonstances extérieures qui changeaient constamment, tandis que la paix venait d'une acceptation interne qui restait stable indépendamment de ce qui se passait autour de soi. Sarah a ri et a dit que je parlais comme un maître zen pour un médecin de famille. Alors je lui ai rappelé que 3 ans de thérapie coûtaient assez cher pour que j'aie besoin d'avoir l'air sage pour justifier le prix. Nous avons roulé sous la neige pendant que je pensais à la façon dont certaines histoires ne se terminent pas par une victoire ou une justification. Elles se terminent par l'acceptation de ce qui est, plutôt que par le chagrin de ce qui aurait pu être. C'était suffisant pour moi.